Salut, c'est Alexis, bienvenue sur les Sentiers du Réel. Quoi qu'entends-je que oui, tu n'es pas encore abonné à les Sentiers du Réel, eh bien, il est temps de le faire, c'est gratuit, et pour moi, c'est payant, c'est génial, c'est facile, tu n'as qu'à cliquer sur toutes les notifications, sinon tu ne recevras pas les prochaines émissions qui sortiront très bientôt, chaque dimanche, comme vous le savez, hein, depuis 9 ans. Maintenant, j'espère que vous allez tous bien, moi en tout cas, je vais super bien, parce que aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on ne parle pas souvent du côté francophone, eh bien, on va parler des Black Goo. Alors oui, vous l'avez vu, devinez plutôt avec Paul Ponceau aujourd'hui qui nous revient. Eh bien, pour cette fin d'année, d'ailleurs, on vous souhaite déjà d'emblée une merveilleuse année 2025, quoi qu'elle nous réserve, hein, on verra bien. De toute façon, c'est un peu au jour le jour depuis maintenant quelques années. Donc, on vous souhaite vraiment, Paul et moi, ben, une très très bonne année 2025, déjà d'avance, dans quelques jours, hein. De toute façon, encore une fois, tout ça n'est qu'une illusion, ce n'est qu'un calendrier. On le sait très bien, mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Donc, on va passer au sujet principal, qui est donc Black Goo, le Black Goo. Alors, je ne sais pas ce que c'est exactement, j'ai un petit peu appris comme ça. Je vais découvrir en même temps que vous, en fait. Vraiment, hein, réellement, j'ai pas eu le temps de m'informer sur le sujet pour une fois. Black goo, apparemment, c'est une substance noire qui serait peut-être d'origine d'extraterrestre. Enfin, on va un petit peu parler de tout ça. C'est vachement intéressant. Moi, franchement, je suis hyper motivé avec toujours notre ami Paul. Comment vas-tu? Oh bah écoute, Alexis, ça va pas trop mal. Eh ben, écoute, franchement, je suis content de te recevoir pour cette dernière émission de 2024. Mon Dieu, ça fait bizarre de le dire. Ça s'est passé super vite, je sais pas pour toi, mais 2024, franchement, ça a filé. Alors, on dit que c'est avec l'âge, hein, que ça passe très vite, mais moi, je suis certain qu'il y a quand même des choses. Le temps s'accélère, même si, encore une fois, le temps est une illusion. C'est un autre sujet. Bref, je vais arrêter là. Oui. Le black goo, alors effectivement, mon cher Paul, c'est quelque chose qu'on utilise souvent, enfin dont on parle encore une fois plus dans le côté anglophone, hein, comme d'habitude. D'ailleurs, c'est pour ça vraiment, je suis vraiment honoré que tu viennes parler de ce sujet. D'ailleurs, assez, je vais pas le faire exprès, assez dark, assez sombre, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus aussi. Le black goo, comment est-ce que déjà ça pourrait se traduire? Black goo. Alors déjà le Black Goo, beaucoup de gens disent que en fait ça remonte, que les gens commencent à en parler depuis les années 2012-2015 avec le travail de Miles Johnston, donc qui a reçu des témoignages de survivants de programmes secrets qui parlaient de ce fameux Black Goo. Après, il y a une étude scientifique très sérieuse qui a été menée par Harald Kautz, donc un scientifique allemand sur le Black Goo autour des années 2014-2015. Mais en fait, c'est un concept qui remonte à beaucoup, beaucoup plus longtemps. Pourquoi? Parce que déjà, dans le folklore arabo-musulman, qui n'est pas du folklore, beaucoup de gens associaient le Black Goo au djinn. Par exemple, par exemple, les désenvoûteurs musulmans utilisaient très souvent des espèces de fioles, donc qui disaient une substance noire, pas du pétrole, une substance noire pour maintenir, pour garder les djinns et qu'il fallait pas la casser parce que sinon ça libérait le djinn. Donc ça, c'est une information qu'on peut retrouver que j'ai aussi pu vérifier par le travail de Josh Turner, donc quelqu'un qui a quelqu'un un podcaster américain qui parle un petit peu de toutes ces entités et tout ça. Donc le Black Goo, les les pays arabo-musulmans en parlent depuis extrêmement longtemps. Ensuite, c'est un concept qu'on retrouve depuis très longtemps dans des films, notamment les films comme Prométhée. On retrouve ça dans des bandes dessinées, dans X-Files aussi, là c'est les années 90 où ils parlaient du Black Goo comme du cancer noir. Donc c'est quelque chose qui est là. Harald Kautz, donc quand il a fait ses recherches, a vu que le Black Goo était connecté à de nombreuses guerres. Il y avait des guerres qui étaient mises en place pour le contrôle du Black Goo, notamment la guerre des Falklands pour diverses raisons. Qu'il y avait aussi donc du Black Goo dans des régions où il y a du pétrole. Attention, ce n'est pas le pétrole. Et ce qui peut expliquer les conflits au Moyen-Orient et les choses comme ça. Donc, le Black Goo, c'est une substance qui fonctionne comme une forme d'intelligence artificielle. C'est une substance qui n'est clairement
pas humaine, et c'est une substance qui contient de l'information. Donc cette substance contient de l'information et peut être programmée, et elle sert d'ADN en quelque sorte pour mettre en place, qui stocke l'information pour des formes de vie synthétiques. Donc le black goo, c'est quelque chose qui est très très large. Le black goo peut être sous forme liquide, donc ça, c'est une consistance qui ressemble à du pétrole, et sous forme solide, et là, sous forme solide, ça ressemble à de la pierre météoritique. Donc, on retrouve des pierres météoritiques dans diverses cathédrales. On retrouve aussi des roches, je dis pas météoritiques, mais des roches magiques, soi-disant, sous le trône des rois d'Angleterre, par exemple la pierre du destin. La pierre de la Kaaba à la Mecque, c'est aussi une roche météoritique. Et selon Kautvelar, c'est connecté au contrôle mental, c'est connecté à la programmation, c'est connecté aussi au stockage d'informations, un petit peu comme un disque dur, d'où le, d'où le fait que le Black Goo se retrouve dans de très nombreux lieux sacrés, par exemple. Donc, voilà pour une définition sommaire de la Black Goo. Ok, oui, on la trouve même d'ailleurs dans un jeu vidéo, là, Death Stranding, pour ceux qui connaissent, où il y a effectivement des entités qui, si tu marches un petit peu trop vite dans le jeu, ou si tu te déplaces un peu trop vite, tu fais un peu trop de bruit ou un peu trop de vibration, on va dire, dans ce monde hein, qui est un peu lunaire, là. Je mettrai une photo de toute façon. En fait, il y a des entités qui sortent d'une espèce de masse de pétrole, quoi, comme s'il y avait effectivement comment, une marée, quoi, une marée noire, hein, comme on dit, et où tu vois des entités qui essayent d'attraper le héros, entre guillemets. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu. Ce serait une matière qui finalement. Ferait le lien entre finalement un monde, le nôtre, hein, on va dire ça comme ça, le monde matériel où on est, et un monde finalement loin d'être onirique, mais plutôt dark, vraiment très sombre en fait. Ben, en fait, le Black Goo, il y a des exemples. Pour un exemple concret, Ouais. ça se passe dans les années 2000. Donc, c'est une famille libano-syrienne qui était, qui habitait du reste au Liban. La femme était libanaise et l'homme syrien ou vice-versa. Et puis un jour, ils avaient décidé de passer leurs vacances en Turquie. Donc là-bas, sur un marché en Turquie, ils avaient acheté une espèce de lampe magique, comme une lampe Mhm. dans Aladdin. Il y en a beaucoup dans les pays du Moyen-Orient. Et pour faire très très court, euh, l'homme ne sent pas la lampe. L'épouse de l'homme ne sent pas la lampe. Donc il l'achète et elle lui dit rends-la à la dame. Et en fait, c'était une vieille dame qui tenait l'étal. Et et la vieille dame qui tenait l'étal, quand il veut lui rendre, elle n'est plus là. Et c'est une jeune femme d'une vingtaine d'années, donc il veut lui rendre, et il comprend pas comment toute la scène a changé. La jeune femme lui a dit, c'est la tienne. Donc de fil en aiguille, il y a eu une succession de phénomènes paranormaux chez cet homme quand il est revenu chez lui, notamment des apparitions d'entités, une entité qui s'est accrochée à son dos, des traces de griffures, des bruits bizarres dans la maison, des disputes, énormément de choses, beaucoup de phénomènes qui ont failli détruire sa famille. Donc ensuite, sa femme a fait le lien avec cette, euh, avec cette lampe. Il est allé donc chez un exorciste. L'exorciste lui a donné une fiole d'un liquide noir pour soi-disant contrôler l'entité qui est dans cette lampe. Et ensuite, je ne sais pas comment c'est passé, le liquide noir a cassé. Mhm. Et ensuite, la dame n'arrivait pas à nettoyer le liquide noir. Chaque fois qu'elle le nettoyait, ça revenait, ça revenait. Et puis un jour, l'homme se regardait dans le miroir et il s'est retrouvé avec ce liquide noir, avec une consistance de pétrole un petit peu partout sur le visage. Donc là, je fais bref, ensuite des successions de malheurs. Il va voir un autre exorciste qui lui dit de relancer, de lancer donc la lampe dans une rivière
ce qu'il fait. Et ensuite, et ensuite, bah, il y a eu que du malheur, il y a eu que du malheur qui a frappé cette famille. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il n'arrive pas à se débarrasser de la lampe. Il balance la lampe dans la lampe lui revient. Depuis, cette famille a émigré aux États-Unis et tout cela les a vraiment suivis. Donc ça, c'est quelque chose qui est qui est très important à comprendre. Et tout cela, les mauvais choix pour la lampe, les choses comme ça, c'est parti d'une amulette qui avait été offerte à son père et par quelqu'un qui, pour une raison X ou Y, voulait du mal à son père. Donc, à partir du moment où le garçon a pris l'amulette, il a commencé à faire des mauvais choix et c'est comme ça qu'il est tombé sur la Black Book. C'est une histoire qui est extrêmement compliquée, où il y a beaucoup de ramifications qui Mhm. concernent à la fois la magie noire, des phénomènes de shape-shifting, des phénomènes de transformation, des djinns, des objets hantés, mais il y a cette connexion avec la Black Book. C'est pour ça que c'est très intéressant de citer vraiment cette histoire parce que c'est une histoire de la Black Book. Et du reste, Josh Turner a fait une enquête sur ce cas. Josh Turner, un chercheur américain, donc voilà, il y a une enquête, mais c'est un cas assez compliqué, donc que je résume de mémoire. Mais voilà un lien entre la Black Goo et la présence de djinn. Donc, la Black Goo, pour comprendre la Black Goo, en fait, Mhm. pour comprendre comment celle-ci agit, il faut partir du folklore amérindien. Donc, ça paraît complètement bizarre, ça paraît complètement fou, mais tu vas un petit peu comprendre comment j'ai fait le lien dans tout ça. Jerry Williams, donc un spécialiste des Amérindiens, lui-même amérindien, avait expliqué que la chute de l'humanité s'était connectée à des entités à tentacules. J'ai fait tout un Oui. podcast sur ces entités à tentacules, et ces entités à tentacules étaient des entités à base de nanotechnologie. Ces entités donc étaient considérées comme des araignées, comme des poulpes, comme des crabes aussi. Voilà, c'est des entités à tentacules de Sorte type, de parasite, quoi, oui, aussi. comme des parasites. Et il a expliqué qu'au début, en gros, pour faire simple, l'humanité vivait en paix dans un espèce d'âge d'or. Moi, je dirais faux âge d'or, mais bon, on va dire âge d'or. Et qu'ensuite, ce parasite est arrivé. Ce parasite tentaculaire avec des tentacules donc est arrivé. Et ce parasite peut agir au niveau psychique, donc au niveau des pensées intrusives, au niveau astral, ce qui explique les implants en astral, et au niveau physique. Donc, au niveau psychique, ce parasite a commencé par les pensées intrusives à entraîner des conflits, à entraîner des guerres et a fait que les gens ont commencé à demander des sauveurs externes, ça a créé des empires, des conquêtes et conquêtes et des choses comme ça. Et ça, on peut faire la connexion avec la chute de la Tartaria, la chute de l'Atlantide et notamment le travail de Guillaume Delage qui parlait d'un parasite martien. Donc je pense que Guillaume Delage et les Amérindiens parlent du même parasite. Cette connexion du parasite avec la chute explique qu'il y a une arachnophobie qui se retrouve un petit peu partout, chez les humains, mais aussi chez les animaux. En l'occurrence, notre chat mange les araignées, mais il y a beaucoup de chats qui craignent les araignées. Oui, oui. Beaucoup de personnes craignent les araignées. Il y a pas longtemps, on parlait avec une dame qui a été obligée de faire une thérapie parce qu'elle a fait de l'arachnophobie. C'est quelque chose qui est très fréquent. Une autre peur, c'est aussi la peur du poulpe. Beaucoup de gens qui vont se baigner vont avoir peur de croiser des pieuvres, par exemple, alors que un poulpe, c'est une créature, en tout cas en Europe, relativement innocente et Oui, tout ça, à fait. Même les araignées, hein. Ouais, ouais.
Oui, moi, quand j'étais petit, j'attrapais des poulpes quand j'allais en vacances sur la Côte d'Azur. Il y en avait beaucoup plus qu'à l'heure actuelle. Du reste, voilà. Mais j'attrapais les poulpes et tout ça. Et je me rappelle, ma mère avait été morte, effrayée quand j'avais montré un poulpe, alors que c'était un petit poulpe. Mais bon, il y a cette peur. On retrouve cette peur dans les films, notamment dans le film 20 milieux sous les mers, qui est basé sur un livre de Jules Verne avec le calamar géant et tout ça. Calamar géant, ça c'est encore autre chose, c'est un cryptide fascinant, mais tout ça pour dire qu'il y a cette peur des araignées et cette peur du poulpe qu'on retrouve partout. Et pour les araignées, c'est aussi chez les animaux. Et c'est comme la peur du serpent. La peur du serpent, c'est chez les humains, mais c'est aussi chez les animaux. Il y a des, il y a des images qui sont absolument authentiques d'éléphants qui voient un petit serpent marcher dans la savane africaine et ils s'arrêtent net, ils paniquent. Il y a cette peur du serpent qui est ancrée. Même un chien ou un chat, quand ils voient un serpent, ils ont peur. Ça montre bien que c'est connecté à quelque chose. Et pour le serpent, c'est les entités reptiliennes. Pour le poulpe, pour l'araignée, c'est ses prédateurs. Ces prédateurs ont provoqué des pensées intrusives, ce qui a provoqué l'apparition de guerres. Ces prédateurs, toujours selon les légendes amérindiennes, sont des créatures biosynthétiques, qui sont à la fois des créatures synthétiques avec des composants biologiques qu'on commence du reste à produire à l'heure actuelle avec des ordinateurs à ADN. Ces créatures sont capables de s'auto-assembler. Donc, ces araignées, ces poulpes, ces créatures à tentacules peuvent s'auto-assembler pour devenir des créatures de grande taille, 3, 4 mètres de haut. Et selon les Amérindiens, quand elles se matérialisent dans le monde physique, elles deviennent prédatrices. Or, quand elles deviennent prédatrices, toujours selon les légendes amérindiennes, elles mangent des humains et mangent des animaux, au sens propre du terme. Ce qui explique des cas de disparition du reste. Voilà. Et quand elles mangent de l'humain, elles vont prendre de l'ADN humain et prendre ensuite la forme humaine. Simplement, comme sont des créatures qui sont incapables d'imiter, elles font des mauvaises imitations de la forme humaine. Et selon les Amérindiens, certains Bigfoot aux États-Unis sont connectés, les Bigfoot prédateurs, parce qu'il y a des Bigfoot qui sont des humanités parallèles, qui sont même spirituellement évoluées, d'autres c'est des entités qui leurrent, mais pour les Bigfoot prédateurs connectés à des disparitions, selon les Amérindiens, ça serait ces araignées qui s'assembleraient et qui mangeraient des humains et qui ensuite prendraient la forme via l'ADN humain. Donc ça peut paraître complètement fou, mais c'est confirmé par le travail de Paul Aides, qui a enquêté dans les tribus amérindiennes et qui expliquait que beaucoup d'Amérindiens craignaient le Bigfoot, pas tous, et que c'était connecté à des disparitions. Et ça, effectivement, il y a le travail de Tom Lyons aussi, qui montre que certains Bigfoot, encore une fois, je ne dis pas tous, mais certains sont connectés à des disparitions. Et par exemple, il y a des charniers dans les forêts américaines, il y a des charniers d'êtres humains, selon ce que dit Tom Lyons, dans des endroits absolument inaccessibles où des humains sont amenés par des Bigfoot prédateurs. Donc, pourquoi je parle des Bigfoot avec ces araignées? Tu vas comprendre plus loin, parce qu'il y a énormément de corroboration. Par exemple, selon les experts du Bigfoot, quand un Bigfoot va attaquer, quand un Bigfoot euh, suit une proie, il se met comme une araignée pour chasser, à quatre pattes et comme une araignée. Donc ça c'est tout le travail de Tom Lyons, et c'est aussi d'autres témoignages qui parlent de ça. Donc, il y a pré- ces Bigfoot vraiment prédateurs, qui sont connectés à ces araignées. Et puis, il y a le Dogman. C'est pareil, le Dogman, c'est multifactoriel. Le Dogman, il y a des Dogmen qui sont des animaux inconnus, et il y a tout le travail de Morgan Priest qui est très intéressant, ainsi que de Virgile Candeille sur les animaux inconnus.
c'est des êtres qui sont absolument, qui existent, c'est des animaux qui ne sont pas découverts, parce qu'il y a énormément d'animaux qui ne sont pas découverts. Du reste, la cryptozoologie, voilà, c'est pour ça que c'est si passionnant, parce que c'est la frontière, c'est vraiment un domaine qui est frontière de tout. À la fois, on parle d'animaux mystérieux, et c'est fascinant. À la fois, certains dogmens sont des tulpas, des croyances qui se matérialisent parce que c'est un phénomène qui est à la mode, donc nos croyances peuvent se matérialiser et prendre forme physique. D'autres dogmens sont liés aux entités sans âme qui utilisent nos croyances pour se manifester, mais selon les Amérindiens, et c'est là où ça devient intéressant, certains dogmens sont connectés à ces entités prédatrices qui, quand elles s'assemblent, vont manger des humains, manger des coyotes, et ensuite prendre la forme, un croisement entre humain et coyote, humain et loup, d'où certaines apparitions de dogmen. Donc, tu vas comprendre le lien avec le Black Goo. D'autres cryptides sont connectés à ces araignées géantes. Par exemple, il y a des Mothman qui ont été signalés aux États-Unis. C'est des hommes phalènes avec des grandes ailes et de 3-4 mètres de haut. C'est connecté très clairement à ces entités prédatrices et et à des modifications génétiques liées à ces entités. C'est comme le chupacabras. Donc, il y a deux types de chupacabras. Un chupacabras qui est vu en Amérique du Nord essentiellement et au Mexique et en Europe du reste, qui est lui un animal mystérieux, un croisement entre loup et coyote. Il y a eu des analyses qui ont été faites, ça c'est évident. De même, de même en France, par exemple, il y a des hybrides entre chiens et loups, notamment dans les Hautes-Alpes. Officiellement, il y a très peu d'hybridation qui a lieu, même si c'est admis, mais les locaux savent très bien que beaucoup de loups qui sont vus, euh, qui sont vus sont des hybrides entre chiens et loups, ce qui explique qu'ils s'approchent très près des habitations. Mais ils sont pas, voilà, c'est pas des animaux méchants, c'est des animaux c'est des hybrides qui se mélangent du reste avec des loups. Et certains chupacabras sont des hybrides entre loup et coyote. Donc, c'est un cryptide qui s'est fait par hybridation classique, naturelle, Naturel, ok. comme parfois un âne et un cheval peuvent s'hybrider, ou un lion et un tigre pour donner Voilà. Et puis, il y a des dogmen, il y a des chupacabras qui, qui ont l'aspect, et ils sont signalés à Porto Rico, notamment, mais pas seulement, et au Brésil, qui ont un aspect, à la fois un aspect d'humanoïde de type reptilien, à la fois avec des ailes derrière, donc un aspect d'oiseau, et un aspect d'autres animaux. Donc, on peut faire le lien entre ces entités créatrices qui mangent des animaux et qui prennent une forme en fonction de l'ADN qu'ils mangent. Et tout laisse à penser que c'est que le complexe militaro-industriel, en collaboration avec des entités non humaines, travaille sur ces entités prédatrices de type araignée, de type poulpe. Pourquoi? Parce qu'à Porto Rico, il y a des bases militaires tenues par le complexe militaro-industriel et des entités non humaines. Au Brésil aussi, énormément d'expérimentations secrètes qui sont faites. Et tu vas comprendre pourquoi je parle du Black Goo et du lien avec ces cryptides. Donc, il y a eu en France une apparition de Dogman à côté de Carpentras dans les années 2017-2018. Euh, cette observation a été documentée par Morgan Priest sur son site Loup-garou France et par d'autres sources, notamment par, je ne sais plus par quel chercheur, peu importe. En tout cas, c'est une direction documentée. Voilà. Donc, en 2022, l'été 2022, je suis dans le sud de la France. J'habite dans les Hautes-Alpes et je me dis, ça serait sympa d'aller sur les lieux de l'apparition. Donc, je décide d'y aller. On prend la voiture et c'est une journée vraiment avec une chaleur écrasante.
Et puis on arrive au village où il y a eu l'apparition. Et quand il y a quand il y a cette apparition, on se rend compte que le lieu où il y a eu l'apparition est totalement bouclé, fermé. Il y a des barrières très hautes. C'est un terrain sablonneux, donc un terrain constitué de cristaux, les cristaux qui stockent de l'information, il faut le dire, et tout est complètement bouché, bloqué. Il y a une grande barrière. Plus tard, je me rends compte plus tard, en réécoutant l'interview de la personne qui a vu le Dogman, qu'il y avait une pollution des sols à cet endroit-là. Donc, euh, donc voilà. Et c'est un endroit qui est très sablonneux, donc avec de la silice et du quartz. La silice et le quartz sont de toute manière associés à des apparitions d'entités mystérieuses parce qu'elles stockent de l'information. Donc, euh, donc voilà, je suis assez déçu. Et puis on décide de continuer la route. Et là, on continue la route et on se rend compte que la route mène à la base du plateau de l'Albion. Donc la base du plateau de l'Albion qui est liée au complexe militaro-industriel et à des expérimentations menées par le complexe militaro-industriel et des entités non humaines. Ça a été documenté par Jimmy Gueux. C'est quelque chose qui continue à notre époque. Beaucoup d'apparitions d'ovnis, beaucoup d'abductions dans cette région, beaucoup de disparitions mystérieuses, notamment une randonneuse qui avait disparu il y a une dizaine d'années sur le mont Ventoux, qui a été retrouvée après dans des endroits, dans un endroit où elle n'aurait pas pu aller et tout. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette région. Le Vaucluse aussi énormément de lieux telluriques, de choses comme ça. Au Bulgarache, hein, dans l'Aude aussi, pareil. Dans l'Aude, c'est un petit peu comme l'Aude du Reste. Dans cette région, dans les Alpes de Haute-Provence, il y a un lieu qui s'appelle Théopolis, la cité des dieux, où il y a la présence d'un vortex naturel, beaucoup d'apparitions d'ovnis, une chapelle extrêmement mystérieuse avec des dessins mystérieux, des énergies qui sont du reste plutôt positives. On y a été plusieurs fois, mais c'est un lieu vraiment mystérieux. Juste à côté, il y a la ville de Sisteron, très belle ville aussi, très mystérieuse, très chargée, beaucoup d'apparitions d'ovnis, beaucoup de phénomènes paranormaux dans cette région. Et je conseille vraiment, si vous êtes de passage dans le 04, 05 ou le 84, de faire un détour par la chapelle Théopolis. C'est très très beau, très sympathique. En plus, il y a un guide très sympathique qui, s'il nous écoute, à qui je dis bonjour, qui fait visiter ça pour un prix dérisoire. Ça vaut vraiment le coup, rien que pour s'imprégner du lieu qui est en lui-même beau. Donc, voilà, mais revenons-en au Blackgoo. Donc, voilà, je suis un peu dépité, mais quand même assez content d'avoir été sur le terrain. On arrive à 2024 et là, je fais une enquête avec Nagiste de la chaîne Voyageuse des mondes subtils qui se met en état de conscience modifié et qui arrive à aller sur les lieux. Donc la première enquête que je fais, c'est de lui dire d'aller sur le plateau de l'Albion. Et là, au niveau du plateau de l'Albion, elle parle avec Elle parle elle parle d'une expérience qui est menée par des militaires, par des entités, avec une matière noire intelligente, qui a un comportement intelligent et qui est comme du pétrole. Donc tout de suite, je fais le lien avec le black goo. Le black goo, c'est quelque chose qui est à base de carbone, un mélange d'organique et de synthétique, qui fonctionne comme une intelligence artificielle. Or, où c'est qu'on retrouve le carbone? Dans le graphène. Le graphène, c'est une matière dont les propriétés ne sont absolument pas, ne sont absolument pas possibles. C'est pas une logique terrestre. Donc, c'est quelque chose qui est non humain. Et le graphène est connecté à ce black goo.
il y a du graphène dans certaines procédures qui ont eu lieu depuis 2020 et aussi dans les épandages. Or, dans les épandages, beaucoup de personnes il y a une maladie qui s'appelle la maladie des morgellons, qui est connectée aux épandages, et beaucoup de personnes qui, qui ont cette maladie des morgellons vont avoir des fibres qui sortent de leur peau et aussi des sortes d'insectes, d'acariens, donc de créatures ressemblant à des araignées qui sortent de leur peau. Harald Krautsvela explique que toutes les formes de vie sont atteintes par cette maladie des morgellons, mais après, en fonction du système immunitaire, en fonction du taux d'acidité ou de basicité, ça va se développer ou pas, y compris chez les animaux. Mais c'est quelque chose, voilà, qui atteint toutes les formes de vie. Et Harald Krautsvela s'est concentré sur ce qui était derrière la maladie des morgellons. Et lui, scientifiquement, il a trouvé que c'était un agent inconnu, qui avait des caractéristiques de prokaryote, des caractéristiques d'eucaryote et une composante synthétique. Donc, donc on voit quand même qu'il y a quelque chose d'inconnu. Et c'était aussi connecté aux cristaux. C'est-à-dire que dans ce qui tombe du ciel, il y a des cristaux d'oxyde d'aluminium, des cristaux de choses comme ça qui sont connectés pour diverses raisons à cet agent. Donc, il ne parlait pas de graphène, puisque à l'époque, très peu de gens en parlaient, mais en gros, certains cristaux sont du graphène. Et cet agent derrière les morgellons à, est connecté à ce graphène. Donc, donc voilà. Et c'est un agent qui a des caractéristiques d'eucaryote et de prokaryote. Et Harald Krautsvela a fait vérifier ça par des remote viewers et des médiums qui sont penchés sur l'agent responsable de la maladie des morgellons. Et là, on voit que c'est carrément une entité qui ressemble à une araignée. Donc, on est encore là, dans les fioles d'une certaine substance qui contiennent du graphène. La Quinta columna a montré qu'il se forme des, qu'il se forme des organismes synthétiques qui ressemblent à des hydres. Or, l'hydre, symboliquement, ressemble à un poulpe. Donc, tu vois où je veux en venir. Donc, cette black goo, c'est une substance cristalline. Or, qui dit cristal dit information, puisque le cristal emmagasine l'information. C'est en gros, il y a des cristaux de silicium dans les ordinateurs, dans les disques durs pour garder l'information. Un cristal de roche va garder les informations, ce qui explique les problèmes de bijoux maudits, de choses comme ça. Il garde l'information. Donc, on peut faire une connexion entre la black goo et le graphène. On peut penser que la black goo, c'est lié au graphène, c'est une forme de graphène qui contient de l'information. C'est quelque chose qui a à la fois une certaine intelligence, comme le montre la Quinta columna, puisque c'est une forme de vie synthétique non humaine, et à la fois quelque chose qui est programmable. Donc on peut penser que le graphène sert d'information, comme l'ADN, c'est une molécule de stockage d'informations, pour générer à partir de l'environnement ces fameuses araignées synthétiques. Les araignées synthétiques se génèrent à partir du graphène. Ensuite, elles peuvent s'assembler ou non. À partir du black goo, elles peuvent s'assembler ou non. Et puis ensuite, se manifester au niveau physique, psychique ou astral, ou par les pensées intrusives, ou par les dogmens. Donc, pour venir
au dogman et à la connexion avec le black goo. L'enquête de Nagist a montré qu'il y avait, qu'il y avait du black goo, qu'il y avait un travail sur le black goo au niveau du plateau de l'Albion. Donc, on peut se demander s'il n'y a pas une utilisation de black goo pour générer ces entités synthétiques, ces formes de vie synthétiques de type araignée. Ensuite, ces formes de vie synthétiques de type araignée vont s'assembler et ensuite, elles vont être utilisées pour des expérimentations génétiques, puisque comme elles sont prédatrices, dans le complexe militaro-industriel, ils peuvent amener des animaux, des humains et toutes des choses et les faire manger par ces araignées pour faire des expérimentations génétiques. Et je me pose la question, est-ce que il n'y a pas eu du black goo qui a été relâché au niveau, à proximité de Carpentras et dans d'autres régions? Et comme et que ce black goo a généré ces entités prédatrices de type araignée, et que ces entités de type araignée ont ensuite donné certaines apparitions de dogmen en mangeant des loups, il y a des loups dans cette région, des canidés, des choses comme ça. Et ça peut expliquer aussi des disparitions. Et ça, bien évidemment, c'est quelque chose qui est connecté aux entités non humaines qui sont dans les sous-sols du plateau de l'Albion et dans d'autres bases. Donc, donc le black goo, pour moi, c'est une molécule qui contient l'information pour former ces araignées prédatrices qui agissent sur notre, qui agissent sur notre, à la fois sur nos pensées et aussi au niveau physique. Thomas Castello, dans la base de Dulce, parlait d'expérimentation génétique où des chimères entre humains, animaux étaient créées. Et ça dans les années 80. Donc on peut se demander, est-ce que c'est des expérimentations génétiques classiques ou est-ce que c'est pas la black goo qui est utilisée pour générer ces araignées synthétiques qui ensuite sont assemblées par les entités non humaines et le complexe militaro-industriel. Et ces entités assemblées vont ensuite manger des proies des animaux donnés par le CMI, les entités et tout ça, et prendre une forme en fonction de l'ADN. De l'ADN, il y a des expérimentations. Et le black goo, c'est une structure cristalline. Qui dit cristal, dit information. Donc il y a énormément de guerres dans les régions où il y a le black goo, notamment au Proche-Orient, puisque c'est associé au djinn. La guerre des Falklands serait liée au black, au black goo. Donc on peut se demander si les guerres ne sont pas mises en place de un pour pour contrôler le black goo, ça c'est un niveau. De deux, c'est des rituels pour ouvrir des portes dimensionnelles, vampiriser l'énergie. Et de trois, est-ce que ça ne serait pas fait pour recueillir l'énergie émotionnelle? Parce qu'il y a les émotions des masses qui sont focalisées, par exemple, sur le Proche-Orient et tout. Est-ce que ça ne serait pas fait pour recueillir l'énergie émotionnelle qui est ensuite enregistrée dans le black goo? Et ensuite, cette énergie émotionnelle est ensuite mangée par les entités non humaines, puisqu'elles mangent notre émotion, elles se nourrissent de notre louche, ce qui explique des guerres dans des régions où il y a du black goo. Le black goo, c'est aussi une forme d'intelligence artificielle, une forme d'intelligence, une forme d'intelligence artificielle, et à la fois quelque chose qui peut agir directement ou indirectement sur notre perception, sur nos pensées. Et ça, beaucoup de gens qui ont la maladie des Morgellons disent que les filles prennent le contrôle de leurs pensées. Donc on peut se demander, est-ce que le black goo qu'on retrouve dans les cathédrales, dans les endroits religieux, ne serait pas utilisé pour le contrôle mental et pour vampiriser l'énergie de dévotion des gens, l'énergie de dévotion des gens. Et ensuite, on peut faire le lien entre les black goo et les cristaux qu'on retrouve absolument partout. Écran à cristaux liquides,
on retrouve des cristaux dans les ordinateurs, dans des choses comme ça. Donc, est-ce que ça ne serait pas fait? Est-ce que tout ce système d'objets connectés, d'objets intelligents qui vont contenir des cristaux de silicium et tout ça, mais les propriétés sont les mêmes, est-ce que ça ne serait pas fait pour prendre nos émotions? Par exemple, quand on regarde un film sur une smart télé, sur une télé écran plat, si on n'est pas conscient de ça, je précise, ça prend nos émotions. Est-ce que nos émotions ne seraient pas enregistrées? Est-ce que même, est-ce que même ça ne contribuerait pas à focaliser notre attention, à prendre notre attention et tout ça, et à mettre en place le scénario des films dans le monde des idées, dans le monde imaginal, comme des tulpas, mais ça renforcerait le tulpa, puisque, puisque ça prend les émotions qui sont associées avec la création du tulpa. Donc, est-ce qu'ensuite, les émotions des films, les scénarios de films ne seraient pas utilisés ensuite pour reprogrammer la réalité au niveau collectif et au niveau, et au niveau et au niveau individuel. Par exemple, beaucoup de personnes ciblées disent que leur vie devient comme un film. Est-ce que ça serait pas des éléments de scénario de film enregistrés par ces cristaux, par les intelligences artificielles qui seraient utilisées par des technologies non humaines et ramenées dans leur vie pour que leur vie devienne comme des films? De même, par exemple, les événements de 2020 ont été prédits par énormément de films. Est-ce que le scénario des films qui serait enregistré par tous ces cristaux, par les intelligences artificielles, ne serait pas ramené par des entités non humaines, le CMI et les choses comme ça, pour justement pour ensuite mettre cette information dans la réalité pour créer la timeline qu'on connaît depuis 2020. Ça, c'est des hypothèses et ça paraît tiré du chapeau, mais les philosophes musulmans, par exemple, disaient que, que tout ce qu'on inventait, tout ce qu'on pensait, prenait vie dans le monde des idées, qu'ils appelaient monde imaginal, qui est entre l'imaginaire et l'astral, mais mais qui existe vraiment. Rudolf Steiner disait la même chose. Maintenant, des physiciens quantiques arrivent à la même chose. Donc, est-ce que tous ces cristaux, Black Goo et autres, ne seraient pas là aussi pour matérialiser nos idées, nos pensées, pour qu'ensuite elles soient utilisées par les entités non humaines pour modifier notre réalité? C'est en tout cas la question que je me pose à l'heure actuelle. On est dans le domaine de l'hypothèse, mais beaucoup de faits vont en faveur de cette hypothèse. C'est intéressant parce que, bon, voilà, encore une fois, je reviens toujours avec les rêves, hein, c'est une thématique que j'adore, mais dans le rêve, c'est vrai que voilà, s'il vous arrive de rêver, chers auditeurs, et que vous êtes conscient que vous rêvez, parce que bon, ça c'est encore différent, hein, voilà, il y a plusieurs états finalement dans le rêve, soit on subit un rêve, un scénario, soit on peut le contrôler, alors là ça s'appelle des rêves presque éveillés, là, je sais plus comment on appelle ça, mais bon, bref. Et vous pouvez aussi vous rendre compte que vous rêvez, même dans votre rêve, vous savez que vous êtes en train de dormir en somme. C'est encore, voilà, c'est plusieurs étapes, mais là, ce qui est intéressant, c'est voilà, on peut presque finalement, bah, un peu comme à l'instar du film, on en revient toujours avec celui-là aussi, avec Ghostbusters, à la fin, tu vois, où il faut en fait, ils doivent imaginer leur destructeur finalement, et c'est Bibendum Chamallow là qui apparaît, puisqu'il y a il y a Bill Murray hein, qui dit surtout ne pensez à rien, surtout ne pensez à rien. Qui va nous détruire. Et finalement, voilà, il y en a un je crois que c'est Dan Aykroyd qui finalement imaginait bah, sa petite poupée quand il était gosse. Et c'est le Big Bad Chamallow qui vient enfin, en tout cas, qui tente de les écraser. Donc ça, c'est important, c'est vraiment super intéressant. Et puis, j'ai fait des petites recherches pendant que tu parlais. Tu parles souvent de la pieuvre aussi. Dans le Pirate des Caraïbes, en fait, il y a le. Bon, j'ai pas vu le film, mais dans le Pirate des Caraïbes, il y a le fameux ennemi, hein, juré, qui est le capitaine du Black Pearl, qui est dans le fond un humanoïde avec une tête de pieuvre. Intéressant. Oui, Et le et Black ben, Pearl, en même temps, c'est la la perle cœur, la noire. perle noire. Voilà, donc bon, une pieuvre, on sait bien que pour se défendre,
elle éjecte une sorte d'encre, voilà. Euh, Oui, c'est mais donc il y a toute une symbolique importante avec ça. Et alors aussi, surtout, il y a, bah tu sais, ça me rappelle aussi bah, le fameux film que j'adore. C'est un de mes films de chevet, qui est le Body Snatchers, hein, donc que tu connais sûrement, où ces fameuses parasites qui prennent, c'est une sorte de végétal extraterrestre qui, qui prend, bah, qui clone carrément un humain. Alors bon, l'original, lui, il meurt finalement, étouffé, et c'est sa version clonée qui renaît, mais qui est dépourvue complètement, par contre, d'émotions. Donc ça, c'est intéressant aussi. On observe un petit peu ça depuis 2020, n'est-ce pas? Et alors surtout, il y a aussi des parasites. Ça, je mettrai tout ça en lien peut-être éventuellement. Et ici, je vois que c'est le Cordyceps. C'est un champignon qui zombifie les insectes. C'est horrible en fait. J'ai déjà vu des vidéos là-dessus. Et c'est vraiment une sorte de parasite noir comme ça, voilà, assez filandreuse finalement, et qui rentre bah, dans le corps d'un insecte. Et moi, j'ai vu ça avec une menthe religieuse, c'est triste. Voilà, je vais peut-être pas tout détailler ici, mais en gros, ouais, tu vois cette parasite qui rentre carrément au niveau de la tête et qui donc contrôle soit le cerveau, soit les neurones qui animent cet insecte. Et cet insecte, en fait, bah, s'autodétruit, mais est vraiment contrôlé, quoi. Tu vois que finalement, l'insecte est déjà mort, en somme, mais ce qui bouge, bah, c'est cette parasite qui contrôle tout, quoi. Enfin bref, tout ça, ça existe, hein, pour le coup. Mais voilà, moi je me dis que c'est pas impossible avec tout ce que tu nous as déjà dit ici dans la vidéo. Encore une fois, c'est un contrôle de l'humain, un contrôle de la conscience humaine. Enfin, c'est comme tu dis, c'est multifactoriel. C'est à la fois complexe comme sujet parce que, encore une fois, oui, on le redit, il y a des théories là-dedans, hein. C'est pas forcément du pain béni ce qu'on vous dit là, hein. Faut le dire aussi quand même. Euh, absolument. mais ce sont, disons, des pistes de recherche. C'est déjà énorme comme ça, les recherches que tu as fait, parce que je crois qu'il y a énormément, encore une fois du côté anglophone, énormément de sujets, de topics qui sont, qui parlent du black goo. Encore une fois, du côté francophone, bah, on est toujours un petit peu lésé avec tout ça. Pour ça, il faut toujours apprendre l'anglais. Moi, je dis que c'est toujours intéressant, donc quand même d'apprendre un peu l'anglais. Et puis, euh, et puis voilà, enfin, c'est intéressant parce qu'à un moment donné, on va pouvoir faire en fait la corrélation entre ce qui se passe dans notre monde. Finalement, voilà, c'est pas pour de nouveau faire peur, c'est pour de nouveau surtout savoir quelle est l'origine de certains mots ici, MAUX, hein, certains mots sur Terre, Ben, enfin, ben, la blague goût, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que ouais. c'est associé à des entités à tentacules. Voilà. Lynn Monette, qui est une infirmière qui perçoit les entités, expliquait que quand quelqu'un a une pensée intrusive, donc ça, parce que les pensées intrusives, on en a tous, c'est la plupart de nos pensées, et quand elle voyait des pensées intrusives, euh, ce qu'elle voyait, c'était Mhm. vraiment des entités de type crabe, donc les crabes ressemblent aux araignées qui s'accrochaient sur le cou des gens. Symboliquement, le crabe enfin même pas symboliquement, les grands crabes qu'on mange à Noël, tu vois, Ouais, sont appelés araignées de mer. Donc c'est encore une vrai. fois, on voit une connexion. Les Les origines hypno- sont à peu près pareilles d'ailleurs, entre parenthèses, hein. Pour ceux qui mangent des scampis ou des crevettes, et l'origine est de l'araignée. Et apparemment, là je parle pas de darwinisme, hein, je parle simplement de fait, apparemment ça aurait une origine biologique, enfin bref. Bon appétit. c'est ça. C'est Et ça. justement, justement, les gens, et c'est pas pour dégoûter ça, mais j'avais été à une exposition de sciences et la personne disait que les insectes allaient rentrer dans l'alimentation et il y avait des gens qui goûtaient ça. Donc moi, j'aurais pas pu, ça m'aurait fait vomir. Et les gens qui goûtaient ça disaient que ça avait un goût de crevettes de poisson. Donc voilà, voilà, mais c'est vraiment un truc et ça, c'est lié aussi à une transformation de l'humanité. Enfin, ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais je disais que en hypnose régressive, les hypnothérapeutes voient très souvent cette entité de type araignée et elle est associée justement à des blocages à des blocages de la perception. Elle est associée aussi
aux pensées parasites. Par exemple, un jour, je faisais une enquête sur les fonds sous-marins avec Nagiste et pour les créatures mystérieuses, rien à voir. Et elle disait, je vois un calamar géant. Donc je me disais, ah ben c'est bien, ça, elle va faire une enquête sur le calamar géant. Mais en fait, le calamar, c'était ces entités avec des tentacules qui bloquent la perception. Elles bloquent la perception des hypnothérapeutes. Donc on voit bien que tout ce qui est connecté au black goo, directement ou indirectement, modifie la perception, bloque la perception. Les gens qui ont la maladie des Morgellons, en tout cas pour certains d'entre eux, les fibres et les insectes, ils disent eux-mêmes qu'ils prennent presque le contrôle de leurs pensées. D'autres, d'autres choses qui ont lieu depuis 2020, ça a complètement changé ça a changé complètement des personnes. Et tout cela est connecté au black goo. Donc on voit très bien que il y a ce lien. Les gens, pourquoi ils sont béats d'admiration devant la famille royale? Est-ce que ça ne serait pas connecté en partie, parce qu'après il y a d'autres choses, à la pierre du destin? Pierre du destin, roche cristalline, qui peut donc emmagasiner des émotions et émettre des émotions pour endormir les gens. Encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse. Même autour de la Mecque, les gens tournent autour, ils donnent leur émotion à cette pierre noire, mais est-ce que la pierre noire ne les met pas aussi sous contrôle mental? C'est à deux niveaux. Comme dans les cathédrales, il y a beaucoup de roches météoritiques dans les cathédrales. Est-ce que ce n'est pas de la blague goût pour reprogrammer les gens, mais aussi pour extraire l'énergie émotionnelle, la dévotion des gens qui est ensuite utilisée par des entités non humaines. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose à creuser. Et c'est bien que tu parles de parasitisme parce que sur mon site, au-delà de l'illusion.fr, j'ai fait donc un lien entre le parasitisme et les entités non humaines. Et effectivement, une des expressions de, du parasitisme par les entités non humaines, c'est le parasitisme physique. Et ça, tu le disais très bien, certains parasites prennent le contrôle de l'esprit. Par exemple, il y a des criquets, et ça, c'est un parasite qui est très courant dans le sud de la France. Les criquets vont, vont être mordus par un ver, en gros. Euh, le ver, si ma mémoire est bonne, va pondre à l'intérieur du criquet. Ensuite, ensuite, le criquet va, va mener sa vie. Puis à un certain moment, quand les œufs et commencent à éclore, ils ont besoin d'eau pour se développer. Donc, le criquet va être programmé à aller se jeter dans l'eau. Et ensuite, après, je fais pas un dessin, mais le ver sort du criquet, et le criquet finit par mourir. C'est un truc de fou. C'est le parasite du criquet. Donc, on voit qu'il y a la prise du contrôle de l'esprit. De même dans la douve du foie. Donc, la douve du foie, c'est un parasite. En gros, le, en gros, c'est un parasite qui vient de moutons. Le mouton va ensuite chier les œufs de parasites. Les œufs de parasites vont ensuite être mangés par une fourmi et vont ensuite se développer dans le corps de la fourmi. Et la fourmi va continuer à vivre. Sauf que, sauf que ensuite, la fourmi va être programmée à monter sur une herbe très haute pour que le mouton la mange et ensuite le cycle se répète. Donc on voit très très bien la connexion entre parasitisme psychique et parasitisme physique. Et je me pose la question si le parasitisme n'est pas une des expressions de ces entités. C'est ce que disaient du reste les anciens Hébreux et tout ça, ils faisaient déjà le lien entre démons et parasites. Incroyable. Et ça, et ça, ça, même quand on voit la tête des parasites, c'est des têtes d'entités et tout. Donc, je dis pas que c'est des entités, mais je dis que c'est une expression.
Oui, c'est ça, c'est pour comment, c'est pour les nommer, quoi. C'est pour mettre un nom dessus, puis un visage, entre guillemets, si on peut appeler ça un visage. Mais ouais, non, c'est imagé, quoi. Voilà, mais en même temps, je crois que tout ça est tout à fait lié, quoi. Bon, enfin, t'imagines un petit peu là, ce que tu viens de me dire avec avec les fourmis ou surtout le criquet. Ben, t'imagines un peu le niveau d'intelligence. Enfin, de la programmation que ces parasites ont reçu, quoi. J'en sais rien, qu'on vienne pas me dire que c'est Dieu, hein, parce que je Oui, oui, m'excuse, mais non, mais il y a un truc qui va pas, quoi. on est dans une réalité programmée, ça se voit. Quand on observe la nature, parce C'est que ça, moi, c'est... je suis Oui, passionné d'animaux, on voit des programmes partout. c'est ça. Par exemple, les, les gnous, ils vont traverser Ouais, les rivières en Afrique quand ils migrent aux endroits où il y a le plus de crocodiles, alors qu'ils pourraient traverser absolument partout, mais ils vont traverser spécifiquement aux endroits où il y a le plus de crocodiles, comme si c'était un programme littéralement de peur, un programme de mort. Et on voit la programmation euh, avec les saumons. Un saumon, par exemple, euh, il va se reproduire dans un petit torrent, on va dire un petit torrent au Canada ou en Alaska, tout petit, petit, petit. Ensuite, il va partir dans la mer, il va faire sa oui, vie dans la mer, ouais, puis il va revenir pour se reproduire. Et là, il va revenir exactement c'est ça. au même torrent. Et après, il y a des programmes qui se déclenchent pour que le saumon meure. Mais on voit Ouais. le degré de programmation. C'est comme les oiseaux migrateurs, ils reviennent aux mêmes arbres. Personne n'arrive à expliquer cela. Donc on voit que tout est programmé et c'est valable même dans les attitudes des gens et tout ça. C'est dans Oui. 99% des cas, c'est prévisible et ça implique des égrégores, ça implique un programme par la matrice, implique aussi du contrôle mental, les pensées intrusives. Il y a énormément de niveaux, mais on voit cette programmation partout. D'ailleurs, on parle de programme génétique officiellement. C'est pour ça que petit, quand on m'expliquait que je me posais toujours la question de comment est-ce qu'un animal sait ce qu'il doit faire dans certaines situations. Euh, tu sais, on disait toujours, bah oui, mais ça c'est leur instinct. Et moi, ça me suffisait pas comme explication. L'instinct, qu'est-ce que ça veut dire l'instinct? Oui, l'instinct de survie, et ça on le connaît. L'instinct, voilà, ça on le connaît en fait. C'est des réflexes en somme, si on peut dire ça comme ça, sorte de réflexe, ou un sixième sens qui va aussi te dire que voilà, il y a quelque chose qui se passe. Mais les animaux, c'est tellement précis. Les insectes, les animaux, hein, quels qu'ils soient, marins, terrestres, bon, peu importe. Tu dis à un moment donné, c'est pas possible en fait. Qui a été le premier? Qui a été le premier pour, disons, instiguer le truc et puis dire aux autres, à toute la descendance, c'est comme ça qu'il va falloir faire. Une araignée qui fait une toile d'araignée en forme de, voilà, tu sais, vraiment, de manière mathématique, c'est complètement fou, quoi. Et enfin, c'est formidable en même temps. Mais là, tu te dis, c'est vrai que tu fais un parallèle avec quand même une intelligence, voilà, artificielle pour le coup, hein, qui est déjà là en somme. Puisqu'on a déjà parlé ça sur la chaîne, toutes les intelligences artificielles, quelles qu'elles soient, sont absolument tout à fait abruties par rapport à ce qu'on retrouve dans la nature, quoi. Les plantes, les fleurs et compagnie, bon, le fameux nombre d'or hein, qu'on retrouve partout, bon, ça c'est pas Partout. nouveau, mais ça sert simplement déjà à piger qu'on est déjà dans un monde calculé, quoi, mathématique et programmé, voilà, comme tu as Ben, très on le bien dit. voit avec la numérologie. Donc, Voilà, aussi. à l'occasion d'une visite guidée que je faisais, il y avait un jeune numérologue. Donc, voilà, quelqu'un, voilà, je sais pas d'où il tirait toute cette information et tout, mais c'était un truc de fou. Il montrait que le chiffre 666 revenait dans toutes les choses presque du quotidien. Et ça, il démontrait ça. Je suis nul en maths, donc je peux pas dire, voilà, mais c'était des trucs et ça tenait la route. Ça montre bien que tout est programmé. C'est la même chose aux États-Unis. Il y a un numérologue qui s'appelle Zachary Hubbard, rien à voir avec Ron Hubbard, rien à voir. Ça, c'était un sataniste. Zachary Hubbard, c'est un numéro très très bon. Et lui, euh, il a montré
qu'il y a 5 codes numérologiques, il me semble, qui connectent les événements de 2001 et les événements de 2020. Et quand il a appliqué ces codes numérologiques très complexes, il a écrit un livre de 200 ou 300 pages. Euh, c- Quand il appliquait ces codes dans sa vie quotidienne, dans les relations avec les gens qu'il connaissait, le code s'appliquait. Par contre, si c'était des gens qu'il ne connaissait pas, des personnages, par exemple, des infos, des connaissances de ses parents, ça ne s'appliquait pas. C'était vraiment avec les gens qu'il connaissait. Donc, quand on voit la numérologie, on voit que tout est programmé. Et même l'astrologie. L'astrologie, c'est quelque chose qui est extrêmement précis. Quand c'est bien fait, c'est très précis. Il y a des astrologues bon, qui arrivent vraiment à prévoir, mais la date d'événement important, presque au jour près. D'ailleurs, j'ai interviewé une astrologue. On a fait déjà deux émissions avec elle. Normalement, il y en a une autre qui sort bientôt, je crois, la semaine prochaine, si tout va bien. Si l'interview se fait, etc. Et en fait, c'est Christiane Develay, donc avec qui, voilà, on a déjà fait donc deux interviews, deux vidéos. Et ben, elle l'a dit, elle me l'a dit, c'est l'astrologie, c'est une sorte de reflet de la matrice. Pour ça, elle est très ouverte parce qu'il n'y a pas beaucoup d'astrologues qui parlent comme ça. Et ça m'a beaucoup parlé parce que j'adore l'astrologie en fait. Euh, je connais un petit peu quand même l'astrologie, mais bon, pas assez non plus que pour développer là-dessus. Mais quand elle m'a dit une mot matrice par rapport à l'astrologie, Ouais, c'est euh, ça. pour moi, c'est tout à fait vrai. En fait, l'astrologie, déjà, voilà, je vais pas faire ici, c'est pas l'émission, mais enfin, quoique, hein, on s'en fout, on fait ce qu'on veut aussi en même temps. Mais c'est une sorte de programmation. Quand tu as tel signe, eh bien, il y a des choses qui se répètent chez tous ces signes-là. Même si, encore une fois, selon ton thème astral, ben, il va y avoir des différences parce qu'il y a des maisons et des planètes qui sont dans. Voilà, c'est des combinaisons différentes. C'est comme un codex, en somme, c'est comme voilà, le codex de Da Vinci, hein, on pourrait presque dire. C'est comme un mécanisme, l'astrologie, quand on regarde un thème astral, c'est ça, en fait. C'est comme des roues dentées. Et selon la configuration dans laquelle vous êtes né, bah, il va y avoir des différences, mais n'empêche, tu prends un Sagittaire, ben, tous les Sagittaires de la Terre vont avoir telle chose qui seront en commun. Tu prends un Capricorne, c'est pareil, enfin, n'importe quel signe en somme. Et ça, c'est pas normal, quoi, limite, c'est même pas normal. Oui, Et ça nous régit, en fait, vraiment, moi j'ai remarqué, et c'est pour ça qu'il est important même de dire, l'astrologie, il faut parfois s'en défaire, il faut parfois pouvoir casser les codes du signe dans lequel tu es, quoi. voilà, c'est ça. Et Toute ça la clé est m'intéresse. là. Ça m'intéresse parce qu'à ce moment-là, là vraiment, tu te libères bah, de la matrice pour le coup. Parce que pour moi, c'est vraiment ça. L'astrologie, ça fait partie d'une des programmations de l'être humain et même des animaux. Enfin, les animaux, bon, ça. Mais en tout cas, l'humain. L'humain qui. Enfin bon, pour moi, c'est super important. Voilà. Ben, je suis content que tu dises ça parce que Ah, justement, beaucoup de gens, quand ils voient, ils ont un truc d'astrologie, ah, c'est terrible, il va m'arriver ci et ça. Donc, c'est pas du tout l'attitude à avoir. Au contraire, quand il y a ça, c'est prendre conscience de ça et ensuite faire le travail pour s'élever au-delà de ça, pour transcender ça. Et les bons astrologues doivent dire ça, que c'est pas gravé dans le marbre, c'est gravé dans le marbre. Si on ne fait pas un travail sur soi, si on ne s'élève pas au-delà des vibrations, et ça c'est très très important. ouais, Et c'est pour ça que tout ce qui est tirage de tarot et tout, j'ai arrêté parce que les gens ne veulent pas comprendre ça, que ce n'est pas gravé dans le marbre. Et ouais. Bien sûr, heureusement, c'est quelque chose c'est qui, pas immuable, quoi. Voilà. voilà, c'est quelque chose qu'on peut Ben transcender. C'est oui, quelque chose, si on prend conscience, ben oui. on peut. C'est si on n'en prend pas conscience et si on ne fait pas le travail sur nous. Et tout bon astrologue devrait dire ça. Le problème, c'est que beaucoup disent c'est comme ça, et c'est pas autrement. Pas du tout, pas du tout. Et la numérologie, c'est pareil. C'est impressionnant, un très bon outil, mais qu'on peut transcender. Oui.
Absolument. Et justement, quand on a les clés pour comprendre comment il faut faire et quand on a une prédiction, j'aime pas le mot, mais enfin bref, c'est un petit peu ça, voilà, qui ressort un petit peu de ce qui pourrait, comme tu dis, notamment arriver, voilà. C'est comme 2025, ce qui va arriver, ben oui, ben ce qui arrive, ben on peut le transcender aussi. On doit s'adapter, on doit être, comme dirait Bruce Lee, become water, my friend. Et c'est pour ça que c'est très dangereux. Il y a énormément de gourous New Age et tout ça qui disent Ouais. des dates, il va se passer telle ou telle chose à telle date. C'est extrêmement dangereux parce que, voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et en plus, ils font que les gens créent cette chose parce qu'on est des êtres créateurs ou en tout cas créent un canevas de réalité qui sont compatibles avec des choses comme ça. En fait, on peut tout transcender, tout modifier. Simplement, il faut faire un travail sur soi. Ça vient pas d'un claquement de doigts et tout. Ça, c'est... C'est un sujet d'ailleurs qu'on a traité la semaine passée avec Yolanda Medium. C'est une médium qui dénonce justement les charlatans, un petit peu comment les reconnaître, ouais, comment s'en défaire, surtout comment, oui, ben, ne surtout pas les consulter. Et effectivement, un médium ne peut jamais, en aucun cas, annoncer une maladie, annoncer une mort, et encore moins créer une dépendance. C'est ce qu'elle disait, Yolanda. On lui fait coucou si elle écoute l'émission. Et voilà, c'est une émission que d'ailleurs j'invite les gens à écouter parce que vraiment, voilà, c'est rare que les médiums parlent. Et puis voilà. Et les astrologues, c'est pareil. Donc, Christiane Devalet, normalement, la semaine prochaine, si tout va bien, elle parlera un petit peu justement de 2025. Et voilà, c'est quelqu'un qui est. Moi, j'adore ces personnes-là, en fait, qui ont des métiers dans lesquels ils sont doués et puis qui savent sortir de leurs conditions, même de... c'est- J'ai presque envie de dire le bûcheron qui se rendrait compte qu'en fait l'arbre souffle quand il le coupe, quoi. Tu vois? Bon, là, à ce moment-là, il arrête d'être bûcheron. Mais voilà, moi, globalement, c'est ça. J'aimerais bien que les gens reprennent un peu conscience des choses, des outils, des choses qui les entourent, de cette réalité qui, malgré tout, est vivante, hein, même si c'est illusoire. À chaque fois, je le dis pareil, ça fait des années que je ne l'ai plus dit, mais n'allez pas vous prendre un platane, n'allez pas vous suicider voilà, de manière violente, vous allez avoir mal. C'est une réalité qui est tellement bien faite qu'il y a encore de la souffrance qui va être créée. Donc non, 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 soyez beaucoup plus malin, quoi. Je veux dire, sortir de la matrice, c'est pas comme ça qu'on fait, hein. Non, c'est se créer au contraire, c'est se Voilà, créer au contraire son propre bonheur, voilà, vibrer au-delà, vibrer au-delà de ça, et exact. c'est tout le contraire. Après, ce qui me dégoûte, c'est quand les gens disent, ah, on vit pour préparer sa mort et tout ça. Non, on vit pour vivre, pour être heureux, pour transcender ça, et ça, c'est le plus important. Voilà, Exact, exact. après, c'est clair qu'il y a une manipulation et tout ça, mais il y a aussi des choses belles qui sont liées même à notre connexion divine. Et tout ça, simplement, c'est pour le percevoir, c'est transcender ça, vibrer au-delà de ça, créer une réalité qui vibre au-delà de ça. Et ça, c'est très important. Voilà, exactement, Paul. Et si tout le monde pouvait faire pareil, individuellement, j'entends bien, pas dans un groupe, pas dans une secte, un groupe, un mouvement qui serait créé sur Facebook. Non, non, faites ça individuellement, c'est beaucoup plus intelligent. RIP Christophorus, qui parlait de tout ça, il disait en fait, quand vous voulez agir, n'agissez pas en groupe, agissez individuellement, et c'est beaucoup plus puissant en fait, parce que en le faisant individuellement, déjà c'est plus facile, hein, vous le faites pour vous, mais en le faisant, en fait, vous allez créer une autre égrégore, justement, quelque chose d'autre en fait. Et je crois que c'est ça un peu la libération. Si on pouvait recréer effectivement une autre surcouche qui empêcherait la matrice un peu de nous pourrir tous les jours. Enfin bref, voilà. Et en fait, il y a une discussion qu'on a vue justement. Il y en a une discussion qu'on a vue avec Léna qui tient un petit peu compte de ça. C'est que si par exemple, dans notre recherche, disons on est conscient qu'il peut se passer ci ou ça, par exemple pour le transhumanisme, pour toutes ces choses comme ça, pour tout ce reset, déjà, rien que le fait d'en parler, même avec deux ou trois personnes, ça crée des contre-égrégores et ça ralentit ça, voire, je dis pas que ça, mais ça ralentit ça, parce que c'est ce qu'Ole Damgard expliquait quand avant coup, parce que lui il décode les événements de l'actualité, parfois il sait à peu près
ce qui va être mis en scène et comment, parce que c'est tout une mise en scène. Et il a dit que quand, avant coup, il en parlait avec des groupes de gens, des groupes de chercheurs, ça empêchait les choses d'arriver. Et ça, c'est lié aux égrégores, aux contre-égrégores. Donc, quand le New Age dit il faut ignorer tout ça, c'est tout le contraire. C'est en parler aux gens, bien évidemment, qui s'y intéressent, parce que ça crée des contre-égrégores. On est conscient de tout ça, on devient conscient, et donc c'est la conscience, en fait, ces entités détestent la conscience. C'est la conscience qui peut tout transcender. Donc, quand on en parle avec des gens ouverts, pas la peine d'aller en parler à quelqu'un qui est comme un mur. Ça, c'est peine perdue, mais avec des gens ouverts et tout, ben, ça, voilà, ça crée des comptes égrégores. Ça fait pas des miracles, mais ça, voilà, ça, Ça, c'est un peu le grain de sable dans le rouage, quoi. En fait, exactement. comme tu dis, on ralentit les choses. Ça s'est d'ailleurs vérifié, hein. Ils ont essayé de, je vais dire ça avec des mots, voilà, un peu différents parce que bon, sur YouTube, on peut plus rien dire. Enfin, on commence à ne plus de pouvoir dire grand-chose. C'est d'ailleurs la fin de YouTube, hein, je vous l'annonce. Si on peut plus rien dire, bon, bref. Mais en gros, ils ont essayé de nous créer d'autres pandémies, hein, on va dire ça comme ça. Et en fait, bah, comme les gens ont compris de quoi il s'agissait, enfin la plupart, quoi. Bah, en fait, ça n'a pas marché. Ça s'est vérifié il y a 2 ans, hein, je sais plus, ils ont essayé avec un nom d'animal, bref. Et ça n'a pas pris, quoi. Ça a vraiment pas pris du tout. Alors ben, Ils ont maintenant, réessayé, ils ont réessayé l'été dernier et ils ont oui, encore essayé il y a quelques, ils ont encore essayé il y a quelques jours avec, oui, avec je sais plus trop quoi, oui, oui, oui. mais ça n'a pas pris et puis maintenant, voilà. Mais ils ont resté vraiment il y a quelques jours. Voilà. Ouais, c'est vrai, je l'ai vu. Et, mais de toute façon, ils sont pas à court de scénario, hein, donc ça, il faut bien se dire un truc. De toute façon, les plaisirs, il faut jamais rester dans la même blague, dans la même sous-blague. Faut changer de scénario. De toute façon, pour nous emmerder, ils trouveront bien quelque chose, donc t'inquiète pas. Mais voilà, donc mon cher Paul, comme tu dis, restons positifs, restons alertes, c'est très important. Conscients, comme tu viens de très très bien expliquer, ça c'est, j'adore l'image, hein, vraiment, voilà, et c'est vraiment ça, et c'est comme ça qu'on arrivera à de toute façon reculer l'échéance euh, d'une fin, peut-être d'une certaine humanité, hein, parce que je pense que c'est ça qu'on dit aussi tous les 1000 ans, un nouvel Adama, un nouvel humain, bon bref, les opérations génétiques ont déjà opéré, ils sont pas à court de scénario, encore une fois, d'idées pour modifier l'humain, et c'est ce qu'ils font déjà de façon, voilà, via, ne serait-ce que via l'alimentation, l'air qu'on respire, L'air, c'est clair. et voilà, et donc maintenant le fameux Black Goo aussi, donc qui est un sujet intéressant, encore une fois, multiple, hein, comme Tartaria, comme dans lequel tu es venu nous parler il n'y a pas si longtemps. Tartaria, un super sujet. Si vous l'avez pas vu, chers auditeurs, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo de Tartaria. Et voilà, c'est un sujet multiple qui peut prendre la tête, c'est vrai, parce que tellement que c'est énorme, en fait, tellement que c'est un labyrinthique, on pourrait presque dire. Mais encore une fois, bah, si vous êtes intéressé à tous ces sujets, si vous êtes ouvert à tout ça et prêt surtout à bien faire comme Neo dans Matrix, à prendre la pilule rouge, on va dire ça comme ça, même si c'est encore une fois un symbole aussi, pas terrible, mais vous l'avez compris, justement prendre un autre sentier et puis ouvrir un petit peu voilà, vos écoutilles et puis vous ouvrir à tout ça et peut-être comprendre mieux certaines choses. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé depuis que je fais ces émissions, depuis aussi que je m'intéresse à tous ces phénomènes ufologiques, quels qu'ils soient, paranormal. Ça vous aide, en tout cas, à piger dans quel monde vous êtes. Et je crois justement à ne plus vous laisser piéger par des peurs inutiles. D'ailleurs, c'est simple. En fait, la connaissance nous renforce, hein. C'est simplement ça. C'est pas moi qui le dis. Ça peut même nous libérer, paraît-il. Et ne vous prenez pas vraiment du tout la tête si ce sont des choses qui vous dépassent. Bien écoutez, à ce moment-là, prenez des vacances, respirez un coup, et puis c'est bon, quoi. Buvez un coup d'ailleurs aussi, puisqu'on est en fin d'année, voilà, je peux le dire. Avec modération, parce qu'il faut le dire aussi. Bon, bref, donc voilà, mais je sais pas si tu veux encore ajouter un truc, Paul. Ben, je pense.
Je pense qu'on a vraiment tout dit. C'est vraiment, en tout cas, prendre conscience de ça et puis Ouais, ensuite se créer son propre bonheur dans le quotidien, transmettre ça à ses proches et tout ça pour vraiment créer contre-égrégores. La solution, c'est en nous et c'est notre capacité créatrice. Voilà. Et ça, je ne le dirai jamais assez. Je le répéterai parce que c'est ça la solution. exactement, Paul, exactement. Et de la création positive, s'il en est. Exactement. Voilà. Alors, quelle est ton actualité, toi, début janvier? Parce que je sais que là, de toute façon, dans quelques jours, on est début janvier 2025. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Est-ce que tu as préparé un petit programme? Ou est-ce que tu prends des vacances éventuellement? Dis-nous tout. Alors, ben, je prends pas de vacances, donc j'organise justement une conférence à Paris le samedi 4 janvier 2025, donc de 12 heures à 18 heures au Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc, sur un thème vraiment fascinant, c'est sur le reset. Mais je vais pas parler de toutes les Schwaberies et tout ça, enfin je parlerai de ça et tout, mais je vais surtout parler des aspects occultes du reset. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Quelle est la connexion avec les entités non humaines, les intelligences artificielles non humaines? Quelle est la connexion avec avec tout l'aspect, tout l'aspect occulte de tout ça? Donc, ça va être vraiment une conférence inédite. Donc, bah, si vous êtes sur Paris, venez. Vraiment, c'est un bon moment. En plus, c'est un groupe très sympa. Et puis, ben, le 18 janvier, donc de 18 heures à 22 heures, j'organise un webinaire en direct sur le temps et les timelines. Et là, je suis en train de rechercher ça à fond parce qu'il y a tellement de choses nouvelles, euh, d'expériences nouvelles aussi que j'ai pu partager avec plusieurs personnes de glissement dans le temps, ce que c'est vraiment, ben voilà, passionnant. Donc, Ouais. c'est un webinaire qui aura lieu le 18 janvier, samedi du 18 janvier, de 18 heures à 22 heures. Et puis, en janvier ou février, je sors un nouveau livre que je suis en train justement de terminer parce Oui. que il y a eu d'autres chapitres que j'ai été obligé de rajouter avec les événements de l'actualité, notamment ce qui s'est passé aux États-Unis. Et donc, Ouais. donc ça sort en janvier ou février. Donc, je tiendrai tout le monde au courant. Donc, voilà, je suis assez contente de ce livre, même si c'est un livre sans fin parce qu'il y a toujours des choses qui se rajoutent, mais j'espère le sortir pour février au plus tard. Toute façon, bah, il y aura un autre album à ce moment-là, un autre chapitre plutôt, un autre livre, j'y arriverai, qui viendra compléter. Voilà, de toute façon, comme tu dis, c'est des sujets infinis, mais ô combien passionnants comme d'habitude. Hein. De toute façon, mon cher Paul, et ça, on te remercie au nom des auditeurs et moi-même de toute la bienveillance, du temps que tu passes avec nous aussi, et puis parce que voilà, je sais que tu es fort occupé avec tout ça. On ne manquera pas d'aller s'abonner aussi à ta chaîne YouTube. Je mettrai de toute façon tout ça en description. Ton site également pour aussi Exactement. pour s'inscrire pour les webinaires. Projetdesillusion.fr, c'est Voilà, vraiment, n'hésitez pas à prendre un abonnement parce qu'il y a des centaines d'heures de voilà, podcasts inédits et c'est vraiment ça qui soutient aussi notre travail avec les conférences, exactement. les livres, mais vraiment, n'hésitez pas. Il y a tellement de podcasts abonnements que les gens disent qu'ils n'ont pas le temps de tout voir et j'en fais 2 par semaine. Donc, voilà, abonnez-vous, ça nous soutient et puis vous apprendrez beaucoup de choses, des informations que je ne donne pas forcément sur YouTube et tout ça. Donc, Voilà. n'hésitez pas. Magnifique, Paul. En tout cas, tout ça en description, comme d'habitude, mon cher Paul. De toute façon, on a pris rendez-vous avec toi le 4, le 18 et début février pour ton prochain livre. Et tu viendras en parler si tu veux, bien entendu, sur la chaîne. Tu es le bienvenu comme d'habitude, mon cher Paul. En tout cas, on va dire au revoir aux auditeurs. On va leur souhaiter encore une fois une meilleure année, hein, 2025. Je sais pas si on peut encore dire meilleure année, mais enfin bon, bref. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, Paul aussi. La santé, de toute façon, encore une fois. Les finances, oui.
oui, on va dire aussi, bien entendu. C'est relativement encore important, on va dire, hein, dans un monde matériel. Mais voilà, j'espère un jour bah, qu'on pourra se défaire de tout ça et vivre autrement, mieux que en étant dépendant, en ayant vendu son âme, en étant corrompu. Bref, je vous fais des gros bisous. Soyez, amusez-vous. Voilà, c'est la fin de l'année. Salut à tous. Abonnez-vous surtout sur les Sentiers du Réel. Une annonce très importante à vous faire aussi, puisque je sais que vous êtes nombreux à nous regarder avec Paul, j'en profite. Ma petite pub aussi personnelle, c'est que eh bien, les Sentiers du Réel, c'est bientôt fini dans la forme que vous connaissez. Voilà, je vous l'annonce en avant-première. Paul n'était même pas au courant, mais ça va changer, même de nom carrément. Voilà, je sais pas quand, mais bientôt en tout cas en début 2025. Je vous en reparlerai de toute façon dans une vidéo. J'espère, oui, vous en parler même d'ailleurs très très vite. Mon cher Paul, à tout bientôt, Merci Alexis et quand à tu très veux. bientôt. Ciao ciao, Au salut! revoir, à bientôt.